descente d'avion, Emmanuel Macron fut accueilli par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et par l'ambassadeur de France. Au pied de l'Airbus A330 présidentiel, l'ambiance était chaleureuse. La France et Djibouti venaient de réussir une belle collaboration antiterroriste. Pour ma part, j'attendais à l'hôtel et fit savoir à Franck Paris qu'en cas de questions sur les sujets de sécurité extérieure, je me tenais à la disposition du président à n'importe quel moment. Une proposition de principe, car je connaissais la méthode de travail d'Emmanuel Macron. Quand il part en déplacement, il lit des quantités industrielles de notes sur tous les sujets susceptibles d'être abordés. Il absorbe et assimile absolument tout. D'une intelligence hors norme, il n'avait donc pas besoin de me poser la moindre question. En tant qu'agent de terrain, on rencontre rarement le président de la République française. À l'époque de la guerre civile à Kinshasa, je sus que Jacques Chirac avait réclamé des informations sur moi car j'avais dû gérer une situation abrasive, un peu livrée à moi-même, au moment d'une tentative sanglante de coup d'État. Le lendemain de l'arrivée d'Emmanuel Macron, fut organisée une visite aux forces, l'escadron de chasse, le 5e régiment RIAOM de l'armée de terre et les forces coopératives. Le passage en revue eut lieu dans un grand hangar d'avions. Il était 11 heures, sous une chaleur intense. Tout le monde se montrait un peu fébrile. Le président était accompagné de Florence Parly, ministre des Armées, de Jean-Yves Le Drian, patron du Quai d'Orsay, et de Brune Poirson, secrétaire d'État au numérique. La presse spécialisée suivait leurs moindres faits et gestes. Je discutais d'abord avec Jean-Yves Le Drian, très sympathique. « Alors, vous ne regrettez pas trop vos années au ministère de la Défense ?»« Non, je voyage énormément, c'est passionnant. » Un peu plus tard, l'ambassadeur me fit signe de m'écarter un peu, tout en demandant à la presse de s'éloigner. Je me retrouvais alors en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. « Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Richard Volland, chef de poste de la DGSE. »« Ah, très bien. Comment allez-vous ?» Sa poignée de main était résolument ferme, comme on l'imagine en l'observant à la télévision. Je remerciai le président d'avoir mis du liant dans les relations interservices à travers ses entretiens avec son homologue djiboutien, ce qui m'avait beaucoup aidé pour la fin de ma mission. Je lui racontai brièvement aussi la collaboration réussie avec les services djiboutiens. Le président semblait ravi de rencontrer un agent de la DGSE et savait tout du fonctionnement de nos services. Je raconterai à Aimier, directeur général de la DGSE, que je vous ai rencontré. D'ailleurs, je viens de recevoir sa dernière note, lança le président. Il me félicita pour l'opération conclue avec succès, me tapa sur l'épaule et prit congé. Après avoir fait quelques pas, il se retourna soudainement et m'adressa un grand signe pouce levé sous les yeux des militaires français de Djibouti. Puis il reprit son chemin avec l'ambassadeur. Étonné, un collègue m'interrogea. « Mais tu le connais ?» « Pas du tout. Emmanuel Macron savait probablement que j'avais servi mon pays pendant 40 ans, sillonnant l'Afrique dans le but de protéger les intérêts de la France. Son geste sonnait comme une reconnaissance du travail accompli. Mon histoire est celle d'un agent secret, dévoué et passionné. Chapitre 1. La DGSE, une histoire de famille. Enfant, je ne savais pas quoi inscrire dans la case profession au sujet de mon père. J'ignorais tout de ses journées. Ce n'est pas que je m'y intéressais pas, bien au contraire. Mais je n'avais pas le droit de savoir. J'avais compris qu'il faisait quelque chose de spécial. Mais ses activités restèrent un immense mystère jusqu'à la fin de mon adolescence. Pour ma mère, la situation était plus claire. Elle travaillait au ministère des Finances, à la Loterie Nationale, l'ancêtre du loto et de la Française des Jeux. Je savais seulement que mon père était fonctionnaire. À l'époque, nous vivions à Saint-Maur-des-Fossés, une banlieue aisée du Val-de-Marne, à l'est de Paris. Tous nos voisins affichaient des professions plutôt haut de gamme. Mes parents, eux, étaient de simples fonctionnaires, des Français moyens. Parfois, devant les copains, il m'arrivait de baratiner, prétendant que mon père était pilote d'avion. Fonctionnaire, cela voulait rien dire pour l'enfant que j'étais. Mon père me m'avait juste raconté qu'il était graveur avant la Seconde Guerre mondiale, sans s'étendre sur les détails. Plutôt frustrant. Un gamin a besoin de savoir ce que fait son père, pour le valoriser, s'identifier, se projeter. Mais j'ai grandi en observant le mien de façon floutée. J'avais envie de le porter au nu comme tous les garçons. À l'adolescent, j'étais très agacé de me heurter à un mur. À la moindre question, « Richard, ça ne te regarde pas ». Là, j'ai commencé à me dire qu'il exerçait vraiment un métier particulier. Les années passant, il me glissait quelques indices, comme pour me faire patienter. C'est secret, je ne peux pas te raconter mes journées. Quand j'ai effectué mon service militaire, il m'a enfin tout expliqué, ou presque. Mon père est entré dans la boîte en 1944, à l'époque où elle s'appelait encore le BCA.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.